Bonjour les gars, c'est votre Elfman pour ce nouvel épisode de la série des chats et des hommes. Et on va explorer leur futur possible, on va explorer le champ des possibles de la science-fiction. Et on va explorer une technologie phare de la science-fiction qui est le voyage spatial ou l'hyperespace. Enfin, le voyage dans l'hyperespace, le voyage en subespace, je sais comme vous voulez, FTL, voilà, le voyage plus rapide que la lumière. Donc depuis quelques décennies maintenant, les auteurs utilisent de ces technologies dans leur univers. Et on va voir qu'il y a peut-être un petit fond scientifique derrière tout ça. Voilà. Et donc nous sommes partis pour la première partie sur l'hyperespace. Donc l'hyperespace est un moyen narratif, on va dire, de couvrir de grandes distances interstellaires, donc en plusieurs dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers d'années-lumière, donc qui prendraient des temps faramineux en voyage substellaire, mais évidemment on va pas faire durer des romans sur des milliards d'années, ça n'aura aucun sens. Et donc pour que les voyages se passent durée acceptable, donc de quelques heures à quelques jours, les auteurs ont eu besoin donc de quelque chose, que ce soit une quatrième dimension, que ce soit d'autres dimensions parallèles, que ce soit des trous noirs, des trous de verre et autres. Et donc surtout que au milieu fin du XXe siècle, donc la science a pas mal évolué à ce sujet. Évidemment, l'homme a marché sur la Lune, et donc le voyage spatial commence à devenir un peu une réalité, au moins dans le système solaire. Et donc évidemment maintenant les auteurs doivent chercher dans les différentes revues, dans les différentes techniques scientifiques pour trouver comment justifier ces voyages, donc que ce soit les trous de verre, que ce soit que ce soit la maîtrise de l'hyperspace ou le drive, que ce soit l'hyperdrive, que ce soit voilà. Et donc tout ça donc, est communément regroupé sous le nom d'hyperespace. Et donc l'hyperespace ou le subespace, ça dépend des œuvres. Donc une dimension un peu parallèle, un peu mythique entre guillemets, où le voyage temporel se passe parce qu'on déforme l'espace-temps et donc on voyage aussi bien dans l'espace que dans le temps. Et donc un des exemples bien sûr est l'hyperdrive de Star Wars. Donc, dans l'univers de la saga Star Wars, que ce soit les films, que ce soit les différents livres ou comics de la saga Star Wars, bien sûr, il y a des vaisseaux. Et ces vaisseaux, donc, à part quelques exceptions, notamment les tailles impériaux, ont un hyperdrive, et donc c'est un dispositif qui permet de voyager dans l'hyperespace. Donc, ce dispositif est couplé à différents modules, comme on va le voir, et qui permet donc de faire des bonds ou des sauts dans l'hyperespace, donc pour aller d'une étoile à une autre, d'une planète à une autre en quelques heures ou en quelques jours. Et donc voilà, dans le livre Le Traître de la série Le Valor Jedi, on sous-entend que l'hyperespace en fait serait une extension d'un univers à plus de 3 dimensions qui contiendrait notre espace-temps, notre espace actuel, notre espace réel. Et donc les pilotes, quand ils désirent passer en vitesse lumière, ils doivent d'abord calculer bien sûr le parcours avant d'éviter de se retrouver dans une étoile ou dans une supernova, ce qui rendrait le voyage un peu plus compliqué. Et donc il y a toute une série de processus imaginés par les concepteurs de la saga qui se met en place. Et donc il y a par exemple des catalyseurs de champ donc, qui vont récupérer des particules gamma, qui vont les amplifier, qui vont en passer à un motivateur qui va ensuite encore plus les amplifier. Et enfin, un générateur de fusion va booster tout ça. Et donc, une fois l'énergie colossale obtenue à travers tous ces dispositifs, donc l'hyperdrive va vraiment lancer des radiations, lancer des particules antimatière. Et ce sont ces particules-là, donc des hyper particules qu'on appelle ça.
dans Star Wars qui vont vraiment lancer le vaisseau dans l'hyperespace. Et bien sûr, tout ça est accompagné d'une accélération phénoménale, c'est une accélération colossale. Et donc, qui est cette accélération qui est absorbée par des champs, des compensateurs inertiels, donc des champs vraiment qui vont absorber cette énergie, absorber ce surplus d'énergie. Et une fois dans l'hyperespace, bien sûr, il faut éviter que le vaisseau se disloque, donc les bouliers sont vraiment poussés à plein régime pour absorber toutes les particules qui pourraient arriver. Et il y a un champ quantique nul qui permet de stabiliser le vaisseau. Et dans un cas de rupture de l'hyperdrive qui permettrait de stabiliser la retour en espace, un espace normal. Et il y a des dispositifs qui permettent aussi bien sûr la distorsion de l'espace-temps pour éviter qu'on se retrouve des milliards d'années plus tôt ou plus tard. Ce qui serait un peu bête pour un simple voyage spatial. Et donc par contre les vaisseaux émettent des radiations, donc pour ça qu'on peut les détecter à distance, on peut les traquer dans l'hyperespace, comme on le voit dans les différents films. Et il y a normalement une sécurité voilà, pour éviter les surchauffes et que ça peut être évidemment désactivé, comme on l'a vu dans les différents films aussi, donc, notamment dans le film le 5 où l'hyperdrive du Faucon Millenium est désactivé et R2D2 doit le réactiver pour permettre le saut. Et évidemment, donc, voilà, ça plus fluide, mais j'explique dans l'article qui sera en lien vraiment tout le processus pour la série Star Wars où on explique vraiment, où j'explique dans le processus, voilà tout le processus d'entrée et de sortie de l'hyperespace. Et maintenant nous allons passer à une autre assez grande série qui utilise aussi le Warp Drive cette fois-ci, donc qui est la série Star Trek. Donc dans la série Star Trek, on ne parle plus de hyperespace, on ne parle plus d'hyperdrive, on parle de warp drive. Donc le warp drive, ou moteur à distorsion en français, est un moteur qui permet de courber l'espace-temps en fait, et donc de voyager dans le subespace, en quelque sorte, en courbant vraiment l'espace dans le subespace pour pouvoir que le vaisseau puisse avancer, donc plus vite que la lumière. Même si, bon, on va l'avoir un peu plus après. Mais en fait, le vaisseau en lui-même n'avance pas plus vite que la lumière, c'est l'espace autour du vaisseau qui est accéléré. Et donc le vaisseau voyage dans une bulle d'espace-temps qui est protégée, entre guillemets, qui est stable par rapport à l'espace-temps standard. Et donc cette sphère, cette bulle d'espace-temps, donc empêche la dilatation spatio-temporelle. Déjà d'une et aussi donc elle permet de communiquer avec l'espace normal aussi bien sûr, et on peut se téléporter comme on voit là, ça va être Into Darkness dans un vaisseau en distorsion si on a les techniques appropriées, mais ça c'est vraiment du lore de Star Trek. Et il faut savoir que un scientifique, enfin que plusieurs scientifiques, notamment un scientifique, Millière Alcubierre, a décidé de théoriser le warp drive, donc qui s'appelle la métrique des Alcubierre. Donc je vous invite à aller regarder sur les internets de quoi il s'agit, parce que j'ai pas vraiment lu le détail, c'est très technique, c'est très mathématique. Mais si vous voulez regarder, je vous mettrai peut-être un lien Wikipédia ou quelque chose dans la description. Et donc en gros ce qu'il faut savoir, c'est que dans la métrique d'Alcubierre, en fait, comme j'ai expliqué, ce n'est pas le vaisseau qui se dépasse plus que la lumière, parce qu'on sait maintenant que c'est très compliqué, voire impossible de dépasser cette vitesse. Donc le vaisseau lui se déplace à la vitesse relativiste, mais l'espace-temps autour du vaisseau est déformé de manière à ce que le vaisseau, que le voyage soit possible au-delà de la lumière en fait, à travers des champs de pression, des compressions de l'espace-temps qui permettent de créer une vague en fait qui va propulser le vaisseau, et c'est cette vague qui se déplace à vite que la lumière et non le vaisseau en lui-même.
ce qui évite la distorsion spatio-temporelle, ce qui évite d'être des fins indésirables en fait du voyage. Et donc Harold Sonny White est un ingénieur qui travaille pour la NASA et donc qui a repris le système de milliards cyber et qui essaie de travailler dessus en fait pour avoir des POC, en fait, des proof of concept de cette théorie et pour pouvoir valider cette théorie en fait, scientifiquement parlant. Et donc ces différents travaux sont en cours et on en saura peut-être un peu plus dans les années suivantes donc sur cette technologie. Et bien sûr, si ces POC, donc qui sont des expériences bien sûr, marchent, il faudra trouver la quantité d'énergie nécessaire pour pouvoir propulser les vaisseaux à de telles vitesses pour pouvoir tordre l'espace-temps, pour pouvoir mettre de tels voyages. Et ça, on n'y est pas encore. Parce qu'on ne connaît pas la matière noire, on connaît très peu l'énergie sans la matière sombre qui pourrait être utilisée pour ce type de voyage. Et donc, il faudrait des connaissances qu'on n'a pas, en fait, pour théoriquement voyager plus que la lumière. Mais on pense à des vaisseaux, on pense à des concepts de vaisseaux qui pourraient, avec le moteur approprié, donc voyager plus que la lumière. Et maintenant on va passer à quelques petits univers de fiction, donc voilà, quelques 3-4 univers de fiction qui utilisent aussi les technologies hyperespace. Donc je vais faire un petit VD. Donc le premier de ces univers, donc c'est l'univers de Warhammer 40 000. Donc les figurines de Warhammer 40 000, les différentes œuvres de Warhammer 40 000. Voilà. Où le Warp existe. Mais le Warp n'est pas le Warp tel qu'il est dans Star Trek, c'est un espace un peu chaotique, un peu spirituel on va dire en fait, où les vaisseaux plongent pour dépasser la vitesse de la lumière et donc pour voyager dans l'espace. Et il y a très peu de races en l'univers de Warhammer 40 000 qui est très de la technologie en fait. Donc il y a les humains de l'Imperium, les Eldar, les Eldar et les orques. Et d'autres races comme les Tau ne font vraiment que rôle que le Warp en fait. Donc phage physique de la lumière ici, mais il n'y a pas d'autres moyens. Et bien sûr ces technologies sont extrêmement complexes et deviennent sur des mythes et légendes en fait. On sait comment ça marche, on sait pas comment ça marche. Et les Eldar aussi, donc une technologie assez avancée dans cet univers là. Vraiment ça passe pour la magie, les orques utilisent des psychers, donc des personnages un peu initiés j'imagine, pour passer dans l'immatériel, pour passer dans le Warp. Donc une autre série, donc aussi une autre série télé donc des années 90, la série Babylon 5, donc qui utilise un concept un peu à mi-chemin entre les trous de verre et l'hyperespace. Et donc il faut, donc comme d'autres séries bien sûr, de l'énergie pour pouvoir déchirer l'espace-temps, donc créer un trou de verre qui passe dans une autre dimension et ensuite on recrée un trou de verre pour ressortir et retrouver après se raccourcit pas le subespace, retrouver l'espace normal. Voilà, donc c'est vraiment une autoroute en fait qui sera sous nos pieds, qu'on ne verrait pas et qu'on peut utiliser avec la technologie appropriée. Et la dernière série que je voulais vous parler, c'est la série Stargate. Oui, il n'y a pas que les portes des étoiles, il y a aussi des vaisseaux dans Stargate. Et là, on parle aussi d'hyperespace, aussi du superespace. Et vu qu'on va aborder une petite partie un peu technique en fait. Donc la série Stargate, c'est de se baser un peu sur la science actuelle. Et maintenant, nous savons que l'énergie et la masse de l'univers sont fixes et finies. Et donc, on ne peut pas ajouter de masse, on ne peut pas enlever de masse à l'univers.
parce que ça serait violer le principe de thermodynamique, donc on ne peut pas. L'univers est fini, l'univers même si c'est immense, l'univers est fini, a une masse finie en tout cas. Et même si on pouvait passer à l'état de la lumière, il faudrait tellement d'énergie que ça deviendrait quasiment impossible en fait. Et vers la célèbre équation E égale mc2 d'Einstein, il faudrait une énergie déjà colossale, mais surtout une masse colossale. Et donc on ne peut pas, si on suit Einstein, on ne peut pas voyager au-delà de la lumière. Donc pour pallier à ça, les créateurs de la série ont imaginé un espace, donc c'est s'appelle le subespace, qui a plusieurs dimensions, qui a 11 dimensions. Et donc on peut voyager dans cet espace-là en fait, avec des générateurs Onikoda et Onikodrian pour déchirer l'espace-temps, pour passer dans l'hyperespace. Et donc il faut donc déformer il faut gérer une vitesse, enfin une fenêtre hyperespace avec la vitesse appropriée, on passe dans la fenêtre et dans le subespace, et là on peut ressortir par une autre fenêtre créée donc par l'hyperpropulseur, et donc on revient dans l'espace-temps normal. Et bien sûr donc comme pour Warhammer 40 000, très peu de races, donc à part les anciens, ont cette technologie. Il y a les Goa'uld, il y a les Asgard, et il y a les Terriens bien sûr, qui en copiant un peu s'y trouvent, réussissent à avoir quelques vaisseaux, quelques hyperdrives dans la série. Bien, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo un peu moitié technique, moitié fiction vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Allez, bye bye, ciao.